Bonjour et bienvenue au Midius numéro 5. Nous sommes jeudi le 13 avril, il est présentement midi. Alors, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme c'est indiqué dans la fiche, ce webinaire porte sur la discussion historique. Les Midius, en fait, c'est un concept de webinaire que j'ai mis à l'essai cette année. Je suis Daniel Deschênes, si vous ne me connaissez pas. Je suis CP en univers social au Centre de service scolaire des découvreurs. La présentation qui sera proposée aujourd'hui sera disponible sur monurl.ca. Midius Discussion, donc Midius qui est une espèce d'abréviation entre Midi US et un pseudo-latin. Alors, c'est dans le cadre aussi, cette programmation-là, de ce printemps j'essaie. Ce printemps j'essaie, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une programmation où je valorise une pratique pédagogique qui est la discussion historique et je le fais sous de différentes manières, avec différentes actions. Et si on tourne dans le diaporama, je vais pouvoir vous le montrer. Donc, il y avait une programmation à partir du début du printemps, donc au 20 mars. Il y a une capsule qui a été présentée. Donc, ce lien-là sera cliquable. Vous pourrez avoir accès à la capsule qui est tirée d'un parcours de formation durant la pandémie. Il y a eu un balado qui a été proposé le 4 avril dernier sur des mises à l'essai, comment ça s'est passé en classe. Et aujourd'hui, on complète le tout avec un épisode de webinaire où je vais présenter en fait d'autres aspects. Donc, je reviens un petit peu sur la définition, mais je rajoute toujours un peu des éléments pour nous faire réfléchir puis développer cette pratique-là. Donc, le Midius, hein, ce webinaire-là, il dure de midi à 12h30, donc c'est 30 minutes de temps reconnu. Alors, si on s'en va ici, alors aujourd'hui, je vous propose quoi? Je vous propose en fait de redéfinir ensemble la discussion historique. On va faire un auto-examen d'une pratique pédagogique avec l'aide d'une grille qui est adaptée à l'univers social. Il y a différentes manières Est-ce que des fois, ça vous arrive de vous poser des questions? Est-ce que cette pratique-là est bonne ou pas bonne? Est-ce que ça marche? Quels seraient les critères qu'on devrait employer en univers social? Donc, je réfléchis pour vous là-dessus. Et c'est un examen qui est intéressant à faire pour toutes nos pratiques. Je prends cet exemple-là parce que c'est une pratique que je valorise en ce moment, mais on pourrait reproduire cet exercice-là à l'infini. Je vous parle des modalités qui seraient possibles d'employer ou d'utiliser si on fait de la discussion historique. Et bien entendu, je vous propose des ressources. Alors, au niveau en fait de la discussion historique, il faut dire aussi que c'est une pratique qui existe déjà dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines. Ce n'est pas une création de l'univers social, ça existe dans le domaine des langues où on évalue une compétence à l'oral, donc que ce soit en français ou en anglais. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà. C'est une transposition qu'on pourrait dire didactique, donc c'est-à-dire qu'on prend une pratique dans une discipline, puis on la met dans une autre discipline, puis on essaie d'adapter tout ça, de faire des adaptations pour que ça réponde aux critères d'évaluation, puis à l'esprit du programme. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé. Et en univers social, donc ça s'est produit durant la pandémie, ce déclic-là, plusieurs CP dont je suis ont participé à des groupes de travail, puis ont valorisé cette pratique pédagogique-là. Il y a deux manières ou deux sortes de discussions historiques, si on peut le classifier ainsi. Il y a l'entretien individualisé, donc de parler à un élève à la fois sur un sujet X, Y, Z, puis de prendre des notes ou non, mais ça, c'est l'entretien. La discussion historique, mais c'est vraiment la discussion en groupe, ce qui pourrait ressembler en français à des entretiens de lecture, par exemple. En anglais, il y a une épreuve comme ça, son deuxième cycle, où on discute en mini-groupe. Donc, ce sont des référents qui existent déjà sur lesquels on a bâti cette pratique-là, on l'a développé, puis c'est sur ces bases-là qu'on a fait des mises à l'essai en classe. Donc, entretien, discussion historique, la durée, peut-être que si vous faites référence à votre pratique, votre passé, votre vécu d'élève, vous avez peut-être eu à faire des exposés oraux. Donc, on n'est vraiment pas dans ce domaine-là, on est ailleurs, on est
C'était peut-être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. L'entretien, peut-être un 5 à 7 minutes. Puis la discussion historique, on a tourné beaucoup autour du 10 à 12 minutes. On essaie peut-être d'être plus vers le 8 minutes. Donc, on essaie que ce soit un peu plus serré dans le temps parce qu'effectivement, il y a la gestion des ressources humaines. Si je fais de la discussion historique tout seul dans une classe, il faudrait que tout le monde ait une tâche à faire, puis que je prenne les élèves à part en arrière du local. Enfin bref, il y a une modalité, puis on en reparlera tantôt, là, comment on fait ça, mais au niveau du temps, on pourrait viser un 10-12 minutes. Donc, si je reviens peut-être à l'entretien, donc il pourrait être formel ou informel, on pourrait valider une compréhension, on n'est pas certain du jugement professionnel à faire au sujet d'un élève, ben, c'est une bonne manière de le faire. Valider aussi la compréhension d'un élève, donc il y a une réponse dans un document, un devoir, un travail à faire, vous n'êtes pas certain, vous posez des questions, mais l'élève, vous allez savoir tout de suite, hein. C'est au même principe que les gens qui défendent des thèses et des doctorats, tout ça, à l'université, bon, c'est bien beau ce que tu as écrit, mais peux-tu m'en dire plus? Peux-tu préciser certains trucs? Donc, valider la compréhension, valider un jugement et évaluer. Donc, on pourrait évaluer effectivement. C'est un processus qui fonctionnerait bien. On va savoir tout de suite ce que l'élève peut nous donner. Dans la discussion historique, c'est un peu le même. J'ai oublié de dire qu'on était en mode conversation en entretien, tandis que si on est en discussion historique, on va être en conversation ou en observation. Et pour des usages tels que, dans le fond, valider encore une fois une compréhension d'un sujet, on pourrait faire de la révision. En discussion historique, on pourrait également évaluer formellement ou informellement. Puis je reviens sur conversation ou observation. Je fais référence à la triangulation. Je fais référence en fait à des modes de prise d'information. Il y en a trois. Puis ils ont été mis en valeur énormément durant la pandémie. On s'est beaucoup rattaché à ces prises d'information-là, à ces traces d'apprentissage-là en classe. Euh, Très longtemps, il y a eu un monopole peut-être des productions, puis on s'est rendu compte durant la pandémie que il y avait une certaine vulnérabilité dans notre jugement par rapport à ça. Donc, trianguler nous permet, dans le fond, d'avoir un meilleur regard sur ce que l'élève peut rendre, peut démontrer au niveau de ses compétences. Donc, que ce soit en lui posant des questions en conversation ou en l'observant euh, dans le fond, dans sa démonstration, dans le courant d'une tâche, donc en processus de. Donc, si on fait une petite ligne du temps, ben, c'est sûr que la production, c'est la fin d'une séquence. L'observation, ça pourrait être pendant que l'élève accomplit sa tâche. La conversation également pendant. Ça pourrait être après aussi ou à la fin. Donc, tout ça, ça peut plus se positionner dans votre séquence, mais ces modes-là sont vraiment, vraiment géniaux à ajouter à votre enseignant, à votre enseignement, votre processus. Ce sont des pratiques aussi qu'on voit dans d'autres provinces canadiennes. Donc, voilà pour petite mise en concept, en contexte. Je vous parle maintenant de l'auto-examen d'une pratique pédagogique. Donc, est-ce qu'une pratique pédagogique est intéressante et bonne, entre guillemets? Comment on évalue ça? C'est la question que je me suis posée. On est beaucoup à l'ère des groupes de travail là, collaboratifs, des communautés d'apprentissage professionnel. Puis, bon, souvent, on dit, on emploie souvent l'expression pratique efficace. J'aime pas tellement cette épithète-là, ce qualificatif-là, donc efficace. Je préfère peut-être, dans le fond, faire un auto-examen avec différents critères, puis, dans le fond, qui sont propres à une discipline pour vraiment juger de l'impact dans la classe de cette pratique-là, puis au niveau de notre pratique. La démarche réflexive, hein, rappelez-vous, vos stages, là, on avait ça à faire dans des journaux professionnels. Donc, je suis parti en fait d'une formation de 2021 qui s'appelle Les éléments communs au programme d'études d'univers social du primaire jusqu'en monde contemporain. C'est Sylvain Bilodeau, notre ancien collègue, qui l'a monté. En fait, il présente plein d'aspects qui sont communs. Donc, si on suit les programmes, si on suit en fait les prescriptions du gouvernement, en fait, un programme, c'est un projet de société. Le gouvernement dit, ben,
vous devez enseigner ce programme-là. Puis dans un programme, il y a de différentes caractéristiques. Et ben, les enseignants prennent ce programme-là puis ils le transposent en classe. Donc, mon rôle à moi, c'est un peu de vous guider là-dedans puis de vous dire, voici ce qu'on nous a demandé d'enseigner en univers social. Puis je vous ai fait un espèce de petit tableau avec des super pictogrammes. Alors, c'est une adaptation personnelle de cette formation-là. Elle était quand même assez longue, donc je l'ai réduit à une plus simple expression. Mais en univers social, que l'on soit au primaire jusqu'à vers mon contemporain, on travaille avec des documents. On fait une analyse critique de documents et ça, c'est l'un des aspects qui est primordial parce que souvent, c'est le début de la démarche, hein, la démarche d'enquête, la démarche historique. On travaille aussi avec des documents en géographie. C'est la même chose. Donc l'analyse critique. Est-ce que dans une tâche, dans une pratique, je valorise? Est-ce que j'enseigne, je modélise des compétences, des aptitudes liées à l'analyse critique? Est-ce que cette pratique-là favorise l'utilisation, la réutilisation, l'acquisition de concepts? En univers social, il y a beaucoup d'abstraction. Chaque connaissance est pratiquement un concept. Et ça fait beaucoup, hein. Quand on fait le détail des programmes, ça fait beaucoup, beaucoup de concepts qu'il faut enchevêtrer, qu'il faut construire. C'est un gros édifice, l'univers social. Est-ce que les tâches ou la pratique que j'ai choisie permet l'acquisition, le développement, le peaufinement de concepts? Est-ce que la pratique pédagogique que j'ai choisie favorise le développement, l'acquisition d'opérations intellectuelles? Il y en a une panoplie. Ils ne sont pas toujours les mêmes noms au premier cycle, au primaire ou au secondaire, au deuxième cycle, mais je les regroupe dans habileté intellectuelle. Est-ce que la pratique que j'ai choisie favorise le développement d'une compétence? Ça, c'est les modes de raisonnement, hein. On parle beaucoup de caractérisation au deuxième cycle, interprétation au premier et au deuxième cycle. On s'interroge au premier cycle. Il y avait aussi, rappelez-vous, la compétence citoyenne au premier cycle. Il y a des prises de position dans le monde contemporain. Au primaire, on est dans le champ, identifier on est dans le changement, dans l'ouverture à d'autres sociétés. Donc, est-ce qu'on valorise un mode de raisonnement, le développement, la mobilisation de ressources, donc d'une compétence? Est-ce qu'on fait ça? Puis le mode de pensée, bien, ce faisant, ce qu'on va développer par nos activités, nos pratiques, ce qu'on demande aux élèves de réaliser en classe, le développement de la pensée historique, puis la pensée géographique. Souvent, ça va se développer davantage à l'oral qu'à l'écrit. Ça prend une certaine amplitude de mouvement. Il faut donner un certain espace de création. Si on est dans un univers très, très caillé, c'est plus difficile peut-être de faire ça. Donc, voici les 5 critères disciplinaires. Si je vais aussi, j'en ai ajouté un autre, c'est l'agentivité, donc la capacité d'agir de l'élève. Est-ce que l'élève a une portion de création possible? Est-ce que c'est lui qui fait la tâche, qui peut faire la tâche, qui peut s'exprimer, ou il est restreint? Ou en fait, il suit les directives qui sont imposées soit par un cahier ou soit par l'enseignant. Donc, est-ce qu'il y a une capacité d'agir et de se développer? On pourrait associer ça, en fait, l'agentivité, ça vient de agency en anglais, à une espèce de possibilité là, de création. La création, ça suscite la motivation. Quand je prends conscience que mes actions, elles ont j'ai un grand terrain de jeu, puis je peux aller assez loin. Je ne suis pas restreint dans un univers très, très clos, mais avec ce qui m'est demandé, je peux m'exprimer. Puis je vais être à la tâche. C'est moi qui fais la tâche et non quelqu'un qui le fait pour moi. Si je suis dans un cours magistral, on s'entend que l'élève a peut-être moins de capacité d'agir, hein. Il est plus en écoute, c'est un peu plus passif. L'autre critère, est-ce que cette approche favorise la réussite? Est-ce que, dans le fond, ce choix d'approche-là a un impact sur la réussite des élèves? Est-ce que vous l'avez chiffré, cette approche-là? Ça, c'est une approche qui est un peu plus quantitative. On pense entre autres à ATI. Donc, tous ces critères-là mis ensemble, ils sont intéressants à mon avis. Donc, on est un peu dans une espèce de grille de critères mixtes. Ben, je vous confirme que la discussion historique favorise la plupart de ces critères-là. Bien entendu, dans une tâche, si je reviens en arrière, donc on a travaillé des documents et on va mettre en évidence des concepts. Les élèves pourront se les approprier, pourront les utiliser dans leur langage, dans leurs réponses. Ils vont développer
dans les tâches préalables des opérations intellectuelles. Ce faisant, à la discussion, ils vont mobiliser des ressources, puis ils vont raisonner. Ils vont démontrer une compétence, l'exercice d'une compétence, puis ce faisant aussi, en débattant tout ça, ben, il y a un mode de pensée, la pensée historique. Donc ça va quand même bien à ce niveau-là. C'est l'élève qui fait la tâche, puis il y a de la liberté parce que dans le fond, il discute avec d'autres élèves. Il n'y a pas un carcan de questions qu'il doit suivre nécessairement. Il peut en sortir quand même un peu si on est dans une discussion un peu plus libre. Puis ça favorise la réussite. Ça a été prouvé là, avec les mises à l'essai. Les élèves qui font de la discussion réussissent assez bien. Des modalités possibles, bon, on a vu en fait dans les mises à l'essai des petits groupes à part ou plusieurs groupes en commun, donc en même temps. Ce sont deux modalités. Chacune a ses qualités et ses défauts. Il y en a une qui est plus bruyante que l'autre, mais c'est sûr que si on a quelqu'un qui peut nous aider en classe, la modalité numéro 2, donc en petit groupe, c'est vraiment génial. On a une connaissance, on a une expérience qui est vécue avec les élèves qui est franchement intéressante. Le temps passe vite. Je vous présente en fait des ressources en révision. Donc, on peut s'en servir. Il y a un jeu qui a été créé dans toute la foulée là, de la pandémie, puis des développements en discussion historique. Donc, il y a un jeu du récit qui est un peu basé sur Uno. Et je vous le présente ici avec toutes ces cartes. Plusieurs enseignants, c'est la porte d'entrée de la discussion. Donc, il y a des canevas de ce type-là qu'on peut trouver sur le récit et qui encadrent la discussion avec des documents, bien entendu. Puis, on a l'idéal, c'est vraiment de cerner un sujet. Vous avez la PDA, donc on en prend un bout, on cible une compétence, on cible des connaissances avec des documents, puis on est capable de faire une tâche euh, qui va, euh, qui va permettre aux élèves de démontrer leurs compétences dans cette zone-là qui a été circonscrite. Ils ont même des espèces de petits résumés, des infographies synthèses. Et ça, ce sont toutes les cartes. On les met ou on ne les met pas. C'est libre à vous de les choisir ou de les ajouter. Mais ce sont quand même de bons ajouts. Donc, ça, c'est en révision. C'est le cours avant l'examen, ce qui a été vu en classe. Souvent, les élèves me disaient, là, je serais prêt à faire l'examen après avoir discuté puis joué avec le jeu. On s'est posé des questions. Il y a toujours l'espèce de régulation des élèves autour. Donc, ils s'enseignent entre eux. Il y a un enseignement par les pairs. L'enseignant a un impact sur le développement de l'élève, mais quand ça vient des autres élèves, c'est effectivement une pratique qui est, à mon avis, sous-estimée là, en salle de classe. Donc, l'enseignement par les pairs, les élèves me disaient, j'ai appris en écoutant les autres parler, puis j'ai développé. En fait, j'avais du plaisir aussi. Ça aide également à s'investir. Donc, ça, c'est au niveau de la révision. Euh, En évaluation, j'ai testé d'autres manières de faire. Puis l'idée, en fait, c'est de prendre une tâche, puis c'est ça un peu la beauté de la triangulation. Je prends une tâche en production, puis je vais la transposer en oral. Et je vais faire ça, dans le fond, c'est la même tâche, c'est pratiquement les mêmes questions, c'est les mêmes documents, mais la grille, bien sûr que là, j'aurai une grille d'évaluation que je vais peut-être rendre plus précise parce qu'évaluer à l'oral, je ne peux pas le faire avec 14 critères, donc je vais vous la présenter, mais vraiment, par exemple, ici, j'ai une tâche que j'ai montée sur la Révolution française. Donc, on a un petit PowerPoint, on aurait une espèce de mise en bouche, là, une petite vidéo qui est présentée par Assassin's Creed, donc la vision un petit peu jeu vidéo de la Révolution française en amorce. Euh, on pourrait y aller en deux temps. Donc, on peut caractériser la Révolution française. On peut se servir des cartes ou non. Et dans un deuxième temps, on ira plus loin, puis on ira pousser la logique. Donc, pour caractériser, ben, on irait dans un 3QO, donc où, quand, qui et quoi. Puis, on pourrait mettre en évidence des aspects de société, donc le politique, le social, puis l'économique, hein. On est beaucoup dans les crises euh, qui affectent la France à cette époque-là. Des documents qui seraient à analyser, à travailler. Il y a un document là, d'analyse de documents qui vient, un document d'analyse de documents, c'est beau ça. Donc, il y a un document de travail qui vient avec cette présentation-là. J'ai choisi quelques documents qui viennent en fait d'une tâche du récit que j'ai. En fait, c'est un mix and match de ce qui existe au récit. Donc, l'Ancien Régime, donc un document classique. Vous avez le tiers-État, donc la caricature et le texte, qui explique un petit peu les revendications, mais qui est le tiers-État?
Vous avez la prise de la Bastille, qui est quand même l'événement phare là, du 14 juillet. Une synthèse du climat. Donc, ça, c'est pour la caractérisation. Si on va au niveau si on va au niveau de la tâche, je ne l'ai pas présentement, mais on aurait travaillé en fait à caractériser, trouver les principales caractéristiques de la Révolution française avec ces documents-là. Ce que je peux extraire du document, entre autres, là, quels sont peut-être les droits qui seraient concernés, les revendications liées à chacun des documents. Donc ici, on voit une hiérarchie sociale, mais peut-être que la revendication serait d'avoir plus d'égalité, hein. On comprend un peu le principe, idem pour celle-ci. Donc, faire ressortir en fait les demandes puis les idées des lumières qui vont être associées à ça. Dans un deuxième temps, ce qui serait intéressant, et ça, c'est la fonction, en fait, l'ajout de pensée historique. Tantôt, je vous présentais des aspects disciplinaires là, pour analyser une pratique pédagogique. Bien, la pensée historique, c'est ce qui permet aux jeunes de s'exprimer sur un sujet puis de mobiliser ce qu'ils ont appris dans votre cours. Puis c'est aussi pour les préparer à leur vie de citoyens. Ils sont déjà citoyens parce qu'ils ont accès à des réseaux sociaux, mais quand même, ils ne sont pas au terme de la loi. Donc, une révolution en différentes perceptions. Intéressant de faire, c'est qu'on pourrait donner des personnages aux élèves. Donc, peut-être une deuxième portion. Hein, premier bloc de discussion, on caractérise un 3QO, aspect de société. Puis là, on revient avec les causes. Mais là, on pourrait, pour se distancer un petit peu du cahier puis d'une approche assez linéaire, on pourrait faire prendre la peau d'un personnage aux élèves en leur disant, bien là, tu vas incarner un personnage, puis en fonction de ce personnage-là, tu vas interpréter des causes de la Révolution française. Donc là, il y a une espèce d'empathie. L'empathie, dans le fond, c'est quelque chose d'un peu plus émotif. Donc, un rapport émotif entre l'élève et la matière. Donc, je m'associe, puis on vit une expérience. Je suis un bourgeois, puis je vous raconte la Révolution française. Quelqu'un pourrait être le roi, quelqu'un pourrait être un membre du tiers-État, un paysan. Donc, les élèves vont comprendre qu'ils n'ont pas la même vision, la même perception, mais c'est un même événement. Ils n'ont pas le même rapport à cet événement-là, puis ils doivent jouer ce personnage-là. C'est quand même intéressant d'aller dans cette direction-là. Donc, ça, ce seront les cartes qui pourraient servir, donc, en fonction du rôle. Il y a des causes qui sont perçues différemment, toujours avec nos aspects. J'ai choisi 5 documents. Donc, il y en a un qui est une BD proposée par le Récit qui explique un petit peu, en fait, là, qui essaie de catégoriser les États en fonction de leurs demandes. Donc, un petit résumé pour faciliter peut-être cette activité-là. Et il y a des points de vue, des témoignages de chacun de ces ordres-là qui cohabitent. Donc, vous avez ici un témoignage du tiers-État, vous avez ici Louis XVI, vous avez un député du tiers-État, donc une proposition. Ici, vous avez un membre du clergé, puis vous avez un noble. Donc là, avec ces témoignages-là, ce serait intéressant de faire travailler les documents. Qui parle, c'est quel État ou quel ordre social qui est concerné par ce document-là, c'est quoi son opinion sur la situation. Et à partir de tout ça, c'est intéressant que les élèves se construisent une espèce de petit texte qui pourrait en fait jouer durant la discussion. Donc, ils incarnent un personnage après avoir fait l'analyse. Donc, j'ai lu ça en fonction d'une intention qui était d'incarner un membre de la société de l'Ancien Régime, puis de vivre la discussion. On est vraiment loin de répondre à des questions linéaires dans un cahier. Donc, on a une expérience, on va en fait là, faire preuve d'empathie. Il faut que je me questionne, il faut que j'essaie de voir comment il aurait pensé ce personnage-là à cette époque-là. On ne pourra pas faire une discussion d'une demi-heure sur cette thématique-là, mais quand même, je trouvais qu'il y avait un bon niveau. Donc, vous avez les références. Donc, c'est 2 tâches de récit qui ont été mises bout pour bout. Donc, ça, c'est pour cette tâche-là que je voulais présenter. La tâche préparatoire, elle était ici. Donc, les documents 1 à 4 de tantôt, ce que le document m'apprend, un concept avec lequel je pourrais faire un lien, puis un droit revendiqué dans le document. Donc, on travaille beaucoup les inférences, et bien entendu, c'est important. Puis dans la tâche 2, ben, la petite BD, qu'est-ce qu'elle nous apprenait sur chacun des ordres? J'ai inclus le roi dans un ordre parce que le roi est, je veux dire, il est mentionné là, dans les discussions. Et les documents qu'on a vus ensuite, le 6 à 10, ben, les témoignages. À quelle classe je peux associer ce témoignage-là? C'est quoi l'opinion
de l'auteur, puis c'est quoi le lien. Donc, je voulais juste vous le présenter. Et bien entendu, ensuite, on pourrait se travailler un texte avec des causes, puis tout ça. Donc, ça, c'est pour travailler la discussion. C'est une tâche du récit, puis que je vais modéliser, qu'en fait, que je vais moduler pour la discussion, puis qui va être intéressante pour les élèves. Ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler avec une grille qualitative. J'en parlais tout à l'heure. C'est important pour l'évaluation, si on va aller là. Ça, c'est ce qui a été présenté durant la pandémie. Donc, je suis dans la compétence 2 au premier cycle en HEC, interpréter les réalités sociales avec l'aide de la méthode historique. Le critère, c'est la rigueur du raisonnement. Est-ce que je vais focusser en fait sur la composante établir des faits, entre autres. Puis c'est sûr que là, si on va dans les causes, on pourrait même aller là, au niveau d'expliquer une réalité sociale. Mais je prends pour exemple, mettons peut-être la première discussion sur la caractérisation. Ben, l'élève, en fait, là, quand il s'exprime dans la discussion, c'est quoi son emploi des faits, puis juste et pertinent. Fait que l'élève est largué par la situation ou il peut appuyer ce qu'il va dire. Donc, c'est un peu comme dans un texte, mais c'est à l'oral. Donc, on pourrait travailler dans la première discussion, dans la colonne de gauche, peut-être reformuler certaines phrases. Si on veut travailler, expliquer la réalité sociale, ben, c'est sûr qu'ici, on parle de recherche de facteurs explicatifs, donc les causes. On serait plus là-dedans. On aurait un modèle de grille qu'on pourrait adapter. On a 4 niveaux de compétences. Et dans le fond, on doit exprimer très rapidement avant la discussion aux élèves ce qu'on attend d'eux. Ça implique quoi? Ce qui va être attendu d'eux, puis on peut donner des exemples, puis après ça, on va vivre la discussion. Donc, ça, c'est des ressources qui ont été utilisées déjà, qui ont été testées, qui fonctionnent bien. Donc, on peut transposer une tâche en production, puis la rendre vivante en discussion historique, puis même ajouter de la pensée historique, ce qui permet aux élèves de s'exprimer. Il y a une portion de créativité. C'est vraiment, franchement intéressant d'aller dans cette direction-là. Alors, j'espère que cette présentation, ce webinaire sur la discussion historique va vous inspirer. Si vous avez des questions avec ce qui a été montré, je vous incite à communiquer avec moi. C'est toujours dans le cadre de ce printemps, j'essaie la discussion historique. Si c'est à l'automne 2023 que vous voulez le faire, c'est pas grave, écrivez-moi quand même. J'ai fait le choix consciemment, sciemment de le faire au printemps parce que des fois, c'est un moment où on se dit, ça pourrait être le fun de faire un essai en fin d'année. On a fait une planification depuis le début, puis des fois, on a peut-être un petit moment où on se dit, allez, soyons fous, essayons quelque chose de nouveau. Puis, ben, avant de le généraliser à l'automne, ben, ça pourrait être un bon moment pour le faire. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'écrire, puis on travaillera ça ensemble. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce webinaire-là. Il est disponible à monurl.ca/Medius Discussion. Medius Discussion, c'est la présentation Canva qui a été utilisée aujourd'hui. Merci beaucoup, puis bonne fin de journée.